Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télar TV7, la renaissance de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre scandale de corruption et de pillage systématique des finances et de l'économie congolaise. Des mécanismes installés, vous en doutez, par les membres du clan Sassou Nguesso et de son régime pour étrangler, continuer à dépouiller le Congo et les Congolais, bien sûr, de leurs ressources économiques et financières afin de mieux les assujettir. Après, bien sûr, avoir détourné toute la manne pétrolière et après avoir, bien entendu, gagé le reste du pétrole. Il s'agit, et je pense que certains d'entre vous auront déjà vu ce reportage, d'un système d'évasion financière, disons mieux, d'un vol en bande organisé au port autonome de Pointe-Noire à travers une holding représentée au Congo-Brazzaville par la société Global Access, avec pour monopole de superviser le système d'inspection à rayon X, alors que le monopole est interdit par la loi au Congo-Brazzaville et donc constitue un délit. Ce n'est pas tout. Écoutez-moi bien. Cette société de droit congolais se fait rémunérer curieusement en devises étrangères, donc dans le cas d'espèce, en euros, violant ainsi la réglementation de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. C'est au printemps 2021 qu'elle a obtenu la concession de la part de l'État congolais, représenté par le ministre des Finances et du Budget de l'époque, pour le système d'inspection à rayon X du port. Global Access se rémunère via une redevance de scannage payée par les armateurs. Originalité, elle est due en euros et selon l'une des principales organisations patronales du pays, elle est versée sur un compte basé à l'étranger. Ce qui est contraire aux réglementations édictées par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Les transporteurs se plaignent du montant de cette redevance due à Global Access. Trop lourde, elle est 3 fois plus importante qu'avant 2021. L'été dernier, le ministère du Commerce entend leur mécontentement et décide de suspendre temporairement le paiement de cette taxe. Une décision sur laquelle revient, quelques mois plus tard, le ministère de l'Économie et des Finances. Le gouvernement congolais peut-il nous expliquer comment une société de droit congolais installée au Congo-Brazzaville peut se faire rémunérer en devises étrangères? Et dans le cas d'espèce, je vous ai dit en euros. Mais pire encore, il faut payer ses prestations directement dans un compte basé à l'étranger. À quoi sert donc le trésor public congolais? Sinon, à quoi servent les banques installées au Congo-Brazzaville? Ce système de vol en bande organisée fonctionne au vu et au su du gouvernement congolais dont Anatole Kolide Makosso est le Premier ministre, celui-là même qui prônait la restauration de l'autorité de l'État. Tout l'argent généré par cette société qui détient en plus le monopole dont le port autonome de Pointe-Noire. J'espère que vous imaginez ce que cela représente en termes de plusieurs centaines de milliards par mois qui échappent au trésor public et aux banques installées au Congo-Brazzaville, avec la permission, bien entendu, du gouvernement congolais. Dans le même temps, le gouvernement congolais peut continuer à chanter à qui veut l'écouter, au FMI compris, que la crise économique du Congo est due à la baisse du prix du baril de pétrole. Alors que, maintenant où nous vous parlons, le prix du baril a exponentiellement augmenté et se vend très bien sur le marché international. Où va donc l'argent du Congo au Brazzaville? Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Vous avez probablement compris que c'est le même système qu'ils ont installé partout dans la vente du pétrole, du bois, des minerais.
Les revenus de toutes ces ressources économiques du Congo transitent directement dans les comptes privés à l'étranger, notamment dans les paradis fiscaux, au détriment du trésor public congolais. Le Congo produit, par exemple cette année, près de 120 millions de barils de pétrole par an. Là-dedans, nous avons de 35 à 40%. Et une cargaison de pétrole coûte au bas mot, avant dans l'augmentation virtuelle des prix, là, 25 milliards. Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Mais cet argent-là, je vous lance un défi, allez dans n'importe quelle banque congolaise ici, demandez, la SNPC vous a viré combien d'argent ici, de son compte? 0 franc. Rien. Mais ça va où? Dans les paradis fiscaux. Comment un pays comme le nôtre peut avoir des réserves de change nulles, alors que nous sommes exportateurs de pétrole? Ainsi, le trésor public congolais reste et demeurera vide tant que le despote Denis Sassou Nguesso et son régime demeureront au pouvoir et tant que les Congolais ne se lèveront pas pour demander les comptes à ce régime. Comment comprendre l'attitude de Denis Sassou Nguesso et de son régime qu'après avoir fait brader l'Air Force One du Congo-Brazzaville, le Falcon 7X, j'aime bien l'appeler l'Air Force One du Congo parce que c'est un avion qui appartient à l'État congolais et c'est un symbole de la République. Bradé aux enchères à 7 100 000 euros seulement, l'équivalent de quelque chose de 4 à 5 milliards de francs CFA. Engager le Congo-Brazzaville dans un procès qui pourtant était perdu d'avance contre le Libanais Hossein Odjedj, procès pour lequel Denis Sassou Nguesso a fait condamner, je ne sais pas si vous le savez, le Congo-Brazzaville au paiement de plus de 1000 milliards, s'il vous plaît. Une dette qui pèsera sur les générations actuelles et les générations futures, sans compter la lourde dette dont l'argent a été planqué finalement dans les paradis fiscaux. J'ai eu à dire ici, vous voyez, la dette du Congo, extérieure du Congo, c'est près de 8 milliards de dollars. Mais dans un seul pays, il y a des placements privés de 16 milliards appartenant à des Congolais. Tout ça, c'est pourquoi? Faut-il rappeler aussi la dilapidation de plus de 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures, l'équivalent de plus de 25 milliards de dollars américains, soit 5 à 7 ans de budget congolais. Denis Sassou Nguesso et son fils, Denis Christian Sassou Nguesso, se sont ensuite employés à vendre les terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Plus de 150 000 hectares des terres arables du Congo ont été cédées aux Rwandais. C'est pratiquement la superficie de tout un pays. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Mais devinez quoi? C'est que ces Rwandais qui sont déjà installés à Yamba traitent les Congolais comme des esclaves. Ils recrutent des jeunes qui viennent travailler dans le chantier sans contrat. Ces jeunes n'ont pas de contrat. Quand je parle de contrat ici, il s'agit de contrat écrit. Et donc, ils n'ont pas de contrat. Ils travaillent à là où les conditions de travail sont très pénibles. Ils disent qu'il s'agit là presque de l'esclavagisme. Ils sont payés à 15 000 francs la semaine et ils travaillent de 7 h à 18 h. L'heure est pointée à 200 francs. Ils travaillent dans les conditions pénibles, ils travaillent à la houe. Alors, face à tous ces crimes économiques et financiers, et dire que le Congo-Brazzaville dispose d'un parlement où aucun député n'interpelle Denis Sassou Nguesso pour ces crimes de toute nature, malgré les informations disponibles et vérifiables. À quoi sert donc la haute cour de justice au Congo-Brazzaville? On se poserait donc la question de savoir si elle existe. Et si elle existe pour qui?
Pour terminer, je vais simplement vous rappeler quelques articles de la Constitution du Congo, la nouvelle Constitution du 6 novembre 2015, notamment les articles 192 et 193. L'article 192 stipule ce qui suit. La Haute Cour de justice est compétente de juger le président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. L'article 193, quant à lui, stipule que les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour les actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Parlement réuni en congrès statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des 3/3 de ses membres. Comme quoi, les députés disposent des outils nécessaires pour interpeller Denis Sassou Nguesso, les ministres qui détournent les deniers publics à tour de bras. Pourquoi ne le faites-vous pas? Voilà, mesdames, messieurs, nous allons nous arrêter à ce niveau aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cet édito pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se donne rendez-vous pour la toute prochaine fois. Mais d'ici là, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Merci.